la Voilà. recette, je suis plus concentrée sur la recette, mais Oui. ne pas hésiter à me demander est-ce que ça ira au niveau digestif, est-ce que ça passe ou par rapport à si je suis diabétique, est-ce que ça convient? Ne pas hésiter à m'interrompre entre deux si j'oublie de le dire aussi. Donc, j'essaierai de donner à chaque fois Ouais. les Oui, petites d'accord. astuces et puis le coin Ouais. nutrition, mais pas hésiter à me demander aussi. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport aux pâtes. Alors, attendez, je me permets juste, pardon, excusez-moi, j'introduis juste l'atelier, comme ça, après, je vous lance, parce Oui. qu'on enregistre pour pouvoir, après, vous le repartager si vous voulez le revoir. Comme ça, vous saurez de quoi ça parle. Du coup, atelier aujourd'hui, c'est une première pour les insatiables dans le Val-de-Marne avec les aidants. On vous propose aujourd'hui un atelier, du coup, cuisine en ligne. Donc, déjà, c'est super de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés. On est ravis d'avoir avec nous. Donc aujourd'hui, pour vous proposer cet atelier qui est en collaboration avec Delta 7 et la rencontre des aidants, on a Lina qui est diététicienne et qui donc va vous proposer une recette très rapide, très simple à faire. Et donc l'idée, c'est, comme vous l'avez déjà commencé à le faire et c'est super, de poser vos questions, de profiter aussi de ce moment pour prendre un temps d'échange, comme si on était ensemble dans la même pièce. On va juste faire attention pour un souci de compréhension à essayer de dire quand on veut parler, comme ça on ne parlera pas tous en même temps, mais je sens que vous allez très bien le faire de vous-même. Voilà, et moi je me mets sur le côté, je m'éclipse un peu et je vous regarde. Donc, j'écoute votre question sur les pâtes. Alors, ma question, en fait, c'était au niveau des pâtes. Est-ce que c'est équivalent si on prend des pâtes complètes au lieu de prendre des pâtes Alors, normales? d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue apport en nutriments, que vous Mhm. preniez des pâtes blanches ou des pâtes complètes, l'apport en glucides, protéines sera le même. D'accord. Après, plus elles sont complètes, parce que vous avez des pâtes blanches raffinées, semi-complètes ou complètes, quand on prend des pâtes complètes, finalement, vous aurez beaucoup plus de fibres et beaucoup plus de minéraux comparé aux pâtes blanches, puisqu'on a enlevé l'enveloppe de la graine de blé, et c'est sur l'enveloppe qu'il y a plus de minéraux et plus de fibres. Mais au niveau des apports en nutriments, que ce soit protéines, glucides, ça sera le même apport. Donc, d'un point de vue calorique, ça revient au même. Donc, au niveau apport en fibres, ça ne sera pas la même chose. Donc, c'est toujours mieux, on vous conseille de prendre les aliments complets. Et au niveau du temps de digestion, les pâtes au blé complet digèrent plus lentement que les pâtes raffinées. Donc, par rapport à quelqu'un qui serait diabétique, le fait de manger des pâtes au blé complet, ça lui fera moins augmenter la glycémie que si c'est des pâtes blanches. D'accord. Donc là, oui, au quotidien, il vaut mieux privilégier les pâtes complètes. Quand on n'est pas habitué au goût, on essaye d'abord commencer par des pâtes semi-complètes et après, on passe aux pâtes au blé complet. Très bien, D'accord? merci. Alors, je vais vous présenter un petit peu la recette. Donc là, c'est un plat complet. Donc des pâtes, un one pot, ça veut dire qu'on va tout cuisiner dans la même casserole. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir plusieurs casseroles, d'une poêle pour faire les éléments. Tout va cuire en même temps. Donc là, le plat, donc, on aura la protéine, ça sera le poulet. Donc là, j'ai pris un filet de poulet, un blanc de poulet. Donc les pâtes pour l'apport en féculents et un mélange de légumes pour les apports en vitamines, minéraux, glucides simples, l'apport en fibres. Et pour le coup, matière grasse, ça sera de l'huile d'olive. Et le produit laitier, ça sera la feta. Donc là, ce qui manque sur le plat, c'est de rajouter une crudité. Donc là, ce sera idéalement un fruit cru en dessert pour que là, le repas soit réellement complet et qu'il y ait tous les apports pour un repas complet. Après, vous, si vous voulez rajouter une crudité ou une petite soupe pour augmenter l'apport en vitamines et en fibres, pas de souci. Mais là, déjà, le plat en lui-même, il est complet. Il manque juste la crudité parce que pour équilibrer le repas, il faut toujours un peu de vitamine C. Donc, on va retrouver soit dans un fruit cru, soit dans un légume cru. Donc là, pour compléter, ça sera idéalement de rajouter en dessert le fruit, puisque là, on n'a pas prévu de dessert. D'accord? Donc là, les ingrédients de ce qu'il vous fallait. Donc, on a un oignon, on avait un poireau. Donc là, pour le coup, comme la cuisson se fait en même temps, on ne va pas utiliser la totalité du poireau, plutôt le blanc de poireau. Vous, si vous vouliez utiliser, parce que le verre de poireau, vous pouvez l'utiliser pour la soupe, chose que je vais faire. Donc là, j'ai pris que le blanc puisqu'on va faire que le plat. Mais si vous pourriez utiliser le verre de poireau pour ce plat-là, sauf qu'il faudrait faire revenir le verre de poireau au départ parce que la cuisson, elle est un peu plus longue. Donc, vous faites revenir avec les oignons, le verre de poireau une dizaine de minutes et après, vous enchaînez la recette comme c'est indiqué.
Mais aujourd'hui, pour le coup, on va prendre que le blanc de poireau. Donc, une petite carotte, un petit navet. Donc là, j'ai déjà préparé les pâtes. Donc, sel, poivre, curry, un peu d'huile. J'ai le filet de poulet qui est là et la feta qui est encore dans le réfrigérateur pour que, comme ce sera à la fin, on ne le sortira qu'à la fin. Donc là, pour le coup, ce que je vais vous demander, pour celles qui ont les ingrédients, c'est de laver les légumes si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer par éplucher et émincer les légumes. Donc, quand vous êtes prêts, vous me dites. Quand tout le monde a lavé ses légumes, que vous êtes prête à commencer, on y va. C'est bon pour moi. C'est bon pour tout le monde? Je peux poser une question? Tout à fait. Oui, parce que bon, moi, je ne vais pas faire la recette en même temps. Moi, j'ai trop de cholestérol. Comment je peux en tenir compte? Alors, pour le coup, pareil, cette recette, quelqu'un qui a trop de cholestérol, elle peut la consommer complètement. Donc, quand on a trop de cholestérol, il faut éviter les aliments qui sont riches en cholestérol et éviter les graisses saturées, donc les graisses animales, privilégier les fibres et les acides gras polyinsaturés, donc tout ce qui est famille des oméga 3 et oméga 6. Donc là, il y a du fromage. Quand on a un taux de cholestérol élevé, même quand on a un taux de cholestérol élevé, on peut se permettre une petite portion de fromage par jour. Le tout, c'est la quantité. Je vous dis, même quand le taux il est un petit peu élevé au niveau bilan sanguin, on peut se permettre jusqu'à 30 grammes de fromage par jour. Donc là, la recette tout à fait adaptée. Et comme je vous dis, on évite tout ce qui est graisse saturée, donc les graisses animales. On évite les graisses saturées, les viandes animales. On privilégie les bonnes graisses et on augmente sa consommation de fibres. D'accord. Ça va? Ok. Et en ce qui concerne les fromages, il y en a des plus gras, des moins gras. Quels sont les Tout à moins fait. gras? Alors, plus le fromage est frais, plus il est frais, moins il sera gras. Plus il est sec, plus il sera concentré en nutriments, donc plus il sera gras. Et après, c'est la nature du lait. Quand vous prenez des fromages au lait de brebis, comme le lait de brebis est 3 fois plus gras que le lait de vache, en majorité, les fromages au lait de brebis seront plus gras que les fromages au lait de vache. D'accord? Lait de chèvre et lait de vache sont équivalents en teneur en matière grasse. Donc, la seule chose à savoir, c'est que plus le fromage est sec, plus il sera gras. Il sera plus riche en protéines et plus riche en calcium, mais il sera plus gras. Et pour le coup, comme je vous dis, le tout, même dans une alimentation équilibrée, que ce soit équilibré ou quand il y a des problèmes de santé, par exemple cholestérol, vous pouvez prendre tout type de fromage, même les fromages les plus gras, sauf qu'il faut se limiter sur la quantité. Quand le fromage il est frais, vous pourriez monter par exemple à 40 grammes, et les fromages qui sont plus secs, plus riches, il faudrait diminuer à 25. Donc c'est pour ça que quand je vous dis prendre une portion de fromage de 30 grammes, il n'y aura pas d'erreur. Même si c'est un fromage très gras, si vous limitez à 30 grammes, ça ne va pas faire exploser votre taux de cholestérol. Et D'accord? la chèvre, le chèvre, Le lait de chèvre, en termes de matière grasse, est équivalent au lait de vache. Après, le lait de chèvre et le lait de brebis sont plus digestes que le lait de vache. Donc, c'est pour ça que souvent, on vous dit préférez les fromages au lait de chèvre ou au lait de brebis parce qu'ils sont plus digestes. Mais au niveau des apports, que ce soit en protéines, calcium ou cholestérol, ils sont équivalents. Ah bon? D'accord? Oui, oui. Les fromages au lait de chèvre ne sont pas moins gras que les fromages au lait de vache. Oui, oui, on raconte ça. Non, souvent, c'est le côté, oui, le fromage de chèvre, c'est moins gras. Non, vous prenez un crottin de chèvre, c'est beaucoup plus gras qu'un camembert. Ah oui, Parce que le crottin, il est plus sec. Il y a moins d'eau, donc tout est concentré. Donc un crottin de chèvre est plus gras, comme vous regarderez, c'est plus de 30% de matière grasse, alors qu'un camembert, c'est 27-28% de matière grasse. ah oui. D'accord? D'accord. Ok. Alors, on va commencer. On va discuter en même Oui. temps, mais je lance en même temps. Là, on va commencer par éplucher l'oignon. D'accord? On épluche l'oignon et en même temps, vous posez la question. Je vous écoute. Pour l'oignon, oignon rouge ou oignon jaune, aucune Non, différence. là, c'est plus une question de goût et de douceur. Bon, là j'ai un oignon jaune, mais oignon rouge se cuit aussi. Hein. On peut le faire la même recette avec un oignon rouge. Très bien.
On va émincer l'oignon. Là, on va d'abord éplucher tous les légumes. Donc là, j'ai épluché mon oignon. On est bon? Oui. Alors, d'accord. Donc, pareil, là, on va d'abord commencer par éplucher les légumes. Donc, j'ai épluché mon oignon. Je vais éplucher mon navet. Donc, tranquillement, on épluche. Donc là, les quantités, je vous ai mis pour 2 personnes. Donc, pareil, ça, c'est pour la majorité des personnes. Donc, pour une personne avec une ration à 2000 kilocalories, pour que le repas, finalement, repas complet, puisse tourner à 600 kilocalories. Donc, le navet fait partie des légumes qui sont très faibles en calories, riches en fibres, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un légume dont les fibres ne sont pas très digestes. Donc, qui peuvent vous faire ballonner ou irriter vos intestins. Mais tant qu'il n'y a pas de problème de digestion, le navet, légume de saison, donc pas hésiter. D'accord? Donc là, pareil, je fais de même avec la carotte. Je vais éplucher ma carotte. Donc carotte, même si c'est un légume sucré qui contient plus de glucides que le navet, par exemple, ça reste un légume. Donc qu'on peut consommer même quand on est diabétique. Donc même si c'est un goût sucré, la teneur en glucides n'est pas la même qu'un féculent et la carotte ne fait pas plus augmenter la glycémie que si c'était un autre légume parce qu'il y a la présence de fibres tout de même. Et l'un des points positifs de la carotte, des fibres de la carotte, c'est que finalement, quand on est constipé, on prend de la carotte, les fibres vont quand même pouvoir accélérer le transit, améliorer le transit. Et finalement, quand on est en phase de diarrhée, quand on consomme de la carotte, les fibres vont retenir l'eau et donc éviter que vous soyez encore en diarrhée. Donc, quand on est pour la carotte, qu'on ait des problèmes de constipation ou de diarrhée, on peut la consommer à chaque fois. C'est le seul légume qu'on peut consommer dans les deux cas. Que vous soyez problème digestif, constipation ou diarrhée, on peut consommer la carotte. D'accord? Oui. Donc, c'est bon pour l'épluchage des légumes. Donc, il fallait éplucher l'oignon, le navet, la carotte. C'est bon? Et en plus, elle rend les cuisses roses. En plus, ça rend aimable et ça donne. Ça rend aimable tout, la carotte. Alors, je vais émincer finement l'oignon. Donc, moi, je le coupe en deux. Je le pose sur le plan de travail. Je vais faire des incisions pour pouvoir l'émincer. Alors là, vous pouvez l'émincer directement en rondelles. Là, c'est parce que question de goût. Moi, j'aime bien que les oignons sont coupés tout petits. Donc, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire en tout petit. Là, il faut juste l'émincer. Donc, moi, je fais des incisions pour que finalement, ça soit plus simple. Donc, pareil, l'oignon fait partie des légumes, même s'il permet d'accommoder les plats. Et pareil, au niveau des fibres, quand on a les intestins sensibles, l'oignon va plutôt vous ballonner. Donc, c'est à éviter si vous êtes sensible au niveau des intestins. Oui. Ou au moins, dans ce cas-là, le couper en gros morceaux pour ne pas les consommer. Vous pourriez cuisiner avec, mais dans ces cas-là, il ne faut pas le consommer. Alors, c'est bon pour l'oignon? C'est bon. Alors, pour le pot, on va mettre sur le côté parce qu'on va le faire revenir tout seul. Mais là, on met juste sur le côté, on va tout préparer les légumes. Là, pour le coup, carottes et navets, on va les couper en petits dés. D'accord? Donc, là, je commence par le navet, mais vous commencez dans l'ordre que vous voulez. Donc, on va faire des petits dés allez, d'un centimètre.
Donc, pour moi, c'est bon pour le navet. Et puis, pareil, pour la carotte, on va couper, on va faire des petits dés. Donc, moi, je vais fendre la carotte en deux. Vous voyez bien ce que je fais ou pas? Oui, très bien. Oui, ça va? Oui, oui. Donc, le but, c'est, bon, là, c'est le côté un peu présentation aussi. Il faut que les légumes soient coupés de façon un peu régulière pour que ça soit joli dans le plat. Donc, là, j'ai coupé les légumes en dés. Et donc, là, il me reste le poireau. Donc, le poireau, on le coupe en deux. Bon, je l'ai coupé en deux pour pouvoir le rincer. Voilà, c'est surtout ça. Je le coupe en deux pour pouvoir le rincer parce que comme bah, ça pousse dans la terre, il peut y avoir un peu de terre. Donc, on coupe en deux. Alors, pour le découpage, je garde toujours le bout du poireau pour que ça soit plus simple et que ça ne parte pas. Et donc, après, on les mince finement, très finement. Alors, vous avez une photo des légumes qui est dans le chat, dans la conversation. Alors, le poireau a un côté diurétique aussi. Donc, quand on a du mal à éliminer, consommer du poireau a un effet diurétique également. Un effet? Comment? Quel effet il a? Diurétique. Il permet d'aller faire pipi. Ah voilà, oui, oui. Je n'ai pas entendu. Alors, pour coup, par rapport aux bases, sachez que pour un repas, il faut au minimum 200 grammes de légumes. C'est le minimum pour couvrir ses besoins. Midi et soir, il vous faut au minimum 200 grammes de légumes. Ils peuvent être cuits, crus, mais sur chaque repas, il vous faut au minimum 200 grammes de légumes. Donc, sur la journée, pour pouvoir couvrir vos besoins en vitamines et minéraux, il faut que vous ayez au moins 400 grammes de légumes et l'équivalent de 2 fruits par jour. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Est-ce que les légumes dans la soupe, ça compte? Oui, les légumes dans la soupe, ça compte tout à fait. Donc, quand vous prenez un bol de soupe, en général, quand vous prenez un bol de soupe de 250 millilitres, vous avez l'équivalent de 200 grammes de légumes. Donc, tout à fait. Quand vous faites une soupe, vous prenez un bol de soupe, donc vous aurez votre quantité de légumes, une des portions de légumes. Okay, après, je vous dis, c'est des quantités minimales. Vous pouvez très bien manger 400 grammes de légumes par repas, ça ne pose aucun problème. C'est au minimum pour couvrir vos besoins, il vous faut au minimum 400 grammes de légumes dans la journée. Ok. C'est l'alarme de la maison. Moi, j'avais une autre Bon, question. désolée pour le bruit. Comment? J'avais une autre question. Vous avez parlé de l'oignon et qui donne un peu des ballonnements. Est-ce que vous avez des exemples, au contraire, de légumes qui aident quand on a des ballonnements? Alors, typiquement, la carotte, c'est aussi pour ça que je l'ai mis, pour que ça puisse neutraliser, en fait. Ok. Alors, la carotte, après, le fait d'avoir du féculent, c'est surtout le fait d'avoir du féculent ou du pain au niveau du repas qui va vous permettre d'éviter les ballonnements quand vous consommez des aliments qui ballonnent. D'accord. Non, mais le pain, au contraire, ça ballonne. Alors, tout dépend de la qualité de votre pain, finalement.
un pain blanc et qui a beaucoup de mie va vous ballonner. Oui. Un pain au levain ne va pas vous ballonner. Bon. Typiquement, les gens, quand ils ont du mal à digérer du pain, on va leur dire de passer sur un pain au levain, donc pas avec de la levure de boulanger. Et pour le coup, pas complet. Il faut juste que finalement, il n'y ait pas trop de fibres non plus. Donc, un pain de campagne, c'est l'idéal parce qu'il y a un mélange de farine de blé raffinée et de la farine de seigle. Donc, ce n'est pas un pain blanc complet. Il y a quand même des fibres. Et l'idéal, c'est de prendre un pain de campagne au levain. C'est la levure de boulanger qui va vous ballonner. Alors, donc, les légumes sont... j'ai fini d'émincer le poireau. Les légumes sont coupés, les carottes en petits dés, les oignons émincés aussi. De votre côté, vous en êtes où? C'est terminé aussi pour moi. D'accord. Donc là, on va couper le poulet en petits dés. Donc pareil, le couper un peu plus gros que les légumes, mais maximum de 2 cm. Pour le coup, là, j'enlève la peau du poulet. Alors, la peau du poulet, c'est que du gras. Et pour le coup, des mauvaises graisses. Donc, par rapport au cholestérol, comme on disait tout à l'heure, il faut éviter la peau du poulet, même quand elle est grillée, rôtie. Je vous dis, c'est des mauvaises graisses, donc c'est ce qui va vous faire augmenter le taux de cholestérol. Même si ça donne du goût, au niveau de nature des acides gras, ce n'est pas les bonnes graisses qu'il faudrait. Donc, on évite de consommer la peau du poulet, même quand c'est grillé au barbecue. Donc, on mange le poulet sans la peau. Mais on peut faire cuire avec la peau. Quand vous avez un poulet rôti, quand vous faites un poulet rôti, vous pouvez garder la peau, mais on ne consomme pas la peau. Non, jamais. D'accord. D'accord. Alors, Le on blanc de consomme... poulet et la cuisse, ça ne va pas, parce qu'il y a vous avez mis blanc de poulet. Mais la Ah non, cuisse, là, j'ai pris du blanc de poulet par rapport à la préparation et pour le côté pratique, on n'a pas besoin de désosser la cuisse, voilà. mais dans le poulet, vous pouvez manger tous les morceaux. Oui, On oui. mange tous les morceaux, même la cuisse de poulet n'est pas considérée comme une viande grasse. C'est pour ça Voilà. que les volailles, quand on vous dit de Mhm. consommer des protéines, surtout quand, par exemple, problème de dénutrition, problème de digestion, et pour prévention, par exemple, tout ce qui est cancer, certaines pathologies, on va vous conseiller de prendre de la volaille. Vous pouvez consommer jusqu'à 5 fois par semaine de la volaille, mais la viande rouge, par exemple, on va vous dire d'en consommer que 2 fois maximum par semaine, parce que c'est plus riche en acides gras saturés. Sur la digestion, c'est moins digeste qu'une volaille. Donc, la volaille apporte autant de protéines qu'une viande rouge, apporte aussi du fer en moindre quantité qu'une viande rouge, mais même un filet de poulet vous apporte un peu de fer. Donc, il y a les mêmes apports en protéines, il y a aussi du fer, c'est pour ça l'intérêt qu'on consomme de la viande. Et je vous dis, au niveau digestion, c'est une viande qui est facile à digérer. Donc, le tout, même quand on a, je sais bien que quand on n'a pas trop d'appétit, tout ce qui est protéines animales, viande, on a du mal à en consommer, même quand c'est de la volaille. Mais c'est ce qui va éviter de se dénutrir, donc de perdre de la masse musculaire, d'éviter d'être fatigué. Donc, il faut qu'il y ait quand même suffisamment d'apport en protéines sur la journée. Oui. Donc après, oui, ça va être joué sur les portions. Quand on a du mal, c'est de prendre des petites portions. Et je vous dis, par exemple, là, typiquement, le blanc de poulet, filet de poulet, ou bon, après, ça peut être de la dinde, ça reste plus digeste, il y a moins d'odeur, ça passe souvent mieux que si c'est une viande qui a plus de goût. Et le canard? Le canard, c'est Oui. moins riche qu'une viande de bœuf, mais c'est plus gras qu'une volaille classique. Et il faut savoir que le canard éloie sont finalement peu riches en acides gras saturés. Elles sont plutôt riches en acides gras monoinsaturés. Donc, on peut tout à fait intégrer du canard dans l'alimentation au quotidien. Là, le canard, je vous dirais plutôt 1 fois par semaine, parce que pour le coup, ça reste quand même une viande grasse. D'accord. Mais pour le coup, la graisse du canard est moins nocive que la graisse de bœuf ou de mouton ou de porc, par exemple. D'accord. Mhm. Alors,
moi, je suis bien par rapport à la préparation des ingrédients. Tout est préparé. On va passer à la cuisson. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. D'accord. Donc là, tout bête, je vais allumer ma plaque. On va faire chauffer la casserole. Alors que je ne me trompe pas de plaque. Mettre de l'huile. Donc, feu moyen. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors là, pour le coup, pour la recette, j'ai compté une cuillère à café d'huile par personne pour l'apport en acides gras, sachant que ce repas, il y aura aussi un peu plus, comme j'ai mis du fromage, ce sera un peu plus gras que si jamais il y avait un yaourt. Mais comme je vous dis, on l'intègre sans problème. Donc là, je mets la cuillère à soupe d'huile. Alors, il faut savoir que toutes les huiles apportent le même nombre de calories. Il n'y a pas une huile qui est plus légère qu'une autre. D'accord ? Ça va être la nature des acides gras, mais toutes les huiles, c'est 100% de lipides. Donc, toutes les huiles, c'est 100% de lipides. Après, là, l'huile d'olive est plutôt riche en oméga 9 et oméga 6. Quand vous allez avoir d'autres huiles, l'huile de colza, c'est oméga 6, oméga 3, l'huile de tournesol, oméga 3. Donc, elles apportent toutes des acides gras, mais en quantité différente. Toutes les huiles apportent un peu d'oméga 3, un peu d'oméga 6, un peu d'oméga 9, mais en proportions différentes. C'est pour ça qu'il faut pouvoir varier les huiles et pas prendre toujours la même. Alors, on va commencer par mettre les oignons. Je vais faire dorer les oignons. Donc, le but, c'est juste de faire dorer. On ne fait pas brûler les oignons. Il ne faut pas hésiter à diminuer la température si c'est un peu trop chaud. Et que ça attache, le tout, c'est que la casserole soit bien chaude. Et on remue de temps en temps pour, comme je vous dis, pas attacher et que ça ne brûle pas. Ça va pour l'instant? Ça va. Moi, je commence à avoir les odeurs de l'oignon qui commencent à dorer. Alors, quand là, les oignons sont bien transparents et que ça commence à dorer, on va pouvoir mettre les autres légumes. Finalement, là, on va tout faire revenir. Donc là, je vais mettre le poulet. Je vais rajouter le navet et les carottes qu'on a coupées en dés. Et le poireau émincé. La cuillère d'huile, ça suffit. Ça suffit. Le poireau va donner un peu de jus. Alors, l'ensemble. Oui. Tous les légumes contiennent de l'eau. Le tout, c'est que ça ne brûle pas et que ça ne tâche pas. Oui. Donc là, pareil, dès que vous voyez que les dés de poulet commencent à blanchir, à changer de couleur, on va assaisonner. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et un peu de curry. Alors, même principe, vous pouvez mettre les épices que vous voulez.
Alors moi, je trouve que le curry se marie très bien avec le poireau et le navet. Donc, et j'aime le curry, donc j'en mets. Mais si vous n'aimez pas le curry, vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez, alors juste sel, poivre, ou après rajouter d'autres épices, le curcuma, un peu de gingembre, un peu de paprika. Ça se marie très bien avec le poulet et les légumes. D'accord? Pas de curcuma. Pas de curcuma? Non, oui, je vous demande. Si, justement, on peut mettre du curcuma à la place. Oui, oui. Là, on vient de mettre aussi, pareil, une photo sur l'évolution du plat. Si vous voulez regarder. Je rajoute un peu de sel, de poivre et un petit peu de sel. Alors, pareil, suivant si problème de tension, si vous devez faire attention au sel. C'est une recette, justement, quand on ne peut pas consommer de sel ou on doit faire attention, c'est on rajoute un peu plus d'herbes, d'épices pour relever le plat. Là, pour le coup, ici, on n'a pas de problème de santé. Donc, je vais mettre du sel, mais faire attention à la quantité. Sachez que par repas, quand il n'y a aucun problème de santé, c'est au maximum 2 grammes de sel qu'on rajoute au niveau du plat. Parce que dans les aliments, il y a déjà du sodium. Donc, le tout, c'est de ne pas mettre trop de sel. Et 2 grammes, ça équivaut au petit sachet de sel qu'on peut trouver dans les collectivités. Donc, c'est la moitié d'une petite cuillère à café rase. Donc, 2 grammes de sel, c'est le maximum qu'on devrait rajouter dans un plat pour l'ensemble d'un repas. Donc oui, le curry donne déjà la couleur jaune. Suivant comment vous avez coupé les légumes, là c'est plutôt le temps de cuisson des carottes et des navets. La couper en petits, temps de cuisson minimum, c'est 15 minutes. Une bonne cuisson, que ça soit bien tendre, après c'est tout dépend de vous, comment vous digérez. Et pour ne pas avoir de problème de digestion, pour le coup, il faut suffisamment cuire les navets. Donc en totalité, 20 minutes. D'accord? Alors, pour le coup, vous avez des questions en attendant qu'on a 5 petites minutes, le temps que ça cuise? Alors, Ah oui, moi, j'ai une question. dites-moi. Je reviens au fromage. Oui. La cancoyote, c'est donc un fromage qui est bon. Qui est bon pour Oui, moi. c'est le fromage le moins gras. La cancoyote, c'est le fromage le moins gras. D'accord, j'avais entendu parler de ça, mais je suis contente que vous confirmiez. Ah non, bah pour le coup, c'est vraiment le fromage qui a le moins de teneur en matière grasse. D'accord. Après, comme je dis, c'est tous les fromages frais, donc tout ce qui est type fromage à tartiner, type Saint-Maurès, ce genre de choses, c'est les fromages aussi qui sont moins gras. Après, comme je dis, c'est les fromages à pâte molle qui sont moins concentrés. Quand vous prenez un camembert, c'est moins gras que si c'était de l'emmental. Donc, mais pour le coup, la cancoyote, ça reste le fromage le moins gras. Et le gruyère? Le gruyère fait partie des fromages les plus gras parce qu'il est dur. Donc, c'est le fromage le plus riche. Ça fait partie des fromages les plus riches en protéines et en calcium. C'est pour ça qu'on va vous conseiller de prendre plutôt de l'emmental, du gruyère que du camembert. Parce qu'en général, quand on vous conseille de prendre du fromage, c'est pour l'apport en protéines et en calcium. C'est parce qu'on a du mal à vous faire manger suffisamment de protéines que vous couvrez vos besoins en protéines et calcium. Donc, on va vous dire de prendre des fromages plutôt à pâte dure, pâte pressée, qui contiennent plus de protéines et plus de calcium. Mais il faut savoir aussi que c'est des fromages qui contiennent le plus de matière grasse. Ah, oui. Donc, le gruyère est plus gras que du camembert. Oui, oui. Et nutritionnellement, il est plus intéressant parce qu'il apporte plus de protéines et plus de calcium. Ah, oui. Mais même les médecins ne savaient pas ça, parce que quand j'ai eu une hépatite, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Vous entendez là? Oui, là, je vous entends. Non, vous ne m'entendez pas? Là, je vous entends.
il y a de nombreuses années, j'ai eu une hépatite et le médecin m'a dit le seul fromage que vous pouvez manger, c'est du gruyère. Oui, parce que pour le coup, on avait besoin que vous ayez suffisamment de protéines. Donc, non, il y a pas de souci. Justement, il y a des moments où on veut que vous couvrez vos besoins. Donc, on va vous axer sur certains fromages et pas d'autres. Et là, pour le coup, on vous aurait dit, bah, cancoyote, pas trop, ou en supplément, mais privilégiez plutôt les fromages à pâte dure. Et pâte cuite encore plus, comme gruyère, Emmental, Beaufort, Comté. Donc, fromage qu'on privilégie quand on a besoin qu'on remonte chez les patients, qu'ils puissent se renutrir plus facilement par rapport au calcium. Donc, Oui, c'est drôle, c'est drôle. Ça, c'est plutôt du gras. J'ai une question sur la cuisson des huiles. oui. J'ai Alors. entendu dire qu'il ne faut pas cuire l'huile trop forte. C'est ça le conseil? Alors, ça dépend de l'huile que vous prenez. Alors, dans l'absolu, il y a des huiles naturellement qui ne vont pas supporter la température et d'autres qui vont très bien supporter la température. C'est là où il faut toujours regarder sur la bouteille ce qui est noté. Quand il y a marqué pour assaisonnement, ça veut dire que l'huile ne peut pas être chauffée. Quand il y a marqué assaisonnement cuisson, vous pouvez l'utiliser pour faire cuire vos aliments, mais vous ne pouvez pas utiliser cette huile-là pour faire de la friture. Et après, vous avez des huiles qui sont pour l'assaisonnement, pour la cuisson et pour la friture, parce qu'elles supportent très bien la température. Après, ça va dépendre aussi de la qualité de l'huile. Quand une huile est raffinée, donc qui a été un petit peu transformée, elle va supporter toutes les températures. Donc, on pourrait, sur une huile d'olive qui est raffinée, qui n'est pas vierge première pression à froid, sur une huile d'olive un peu standard, on pourrait faire de la friture avec. Tout dépend du raffinage de la qualité de l'huile, en fait. Et c'est là où il faut finalement, même une huile qui naturellement ne devrait pas pouvoir tenir la cuisson, si elle a été raffinée, elle va tenir la cuisson. Donc, l'idéal, c'est prendre des huiles qui ne sont pas raffinées, des huiles vierges à pression à froid. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez et le pourquoi. Mais je vous dis, forcément, ça sera noté sur la bouteille pour l'assaisonnement, pour la cuisson et pour la friture. C'est une obligation. Oh, d'accord. Et il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les huiles apportent le même nombre de calories, mais au niveau qualité nutritionnelle, au niveau de la qualité des acides gras, elles seront toutes différentes. Et il n'y a pas d'huile parfaite. Donc, c'est bien de varier les huiles. Comme je dis toujours, d'essayer toujours d'avoir 2 bouteilles d'huiles différentes pour changer au niveau des goûts et pour pouvoir couvrir correctement vos apports. D'accord. Et donc là, on utilise l'huile d'olive. Là, j'ai mis de l'huile d'olive. Classiquement, elle a un peu plus de goût, mais on aurait pu mettre de l'huile de tournesol si on n'aime pas l'huile d'olive. Ou une huile de colza, ça aurait très bien pu fonctionner aussi. Et pour la cuisson à feu moyen, ça va? Du feu moyen, ça va. Ah non, feu moyen, sans problème. Alors, moi, mes légumes sont prêts. Donc là, je vais mettre les pâtes. Donc, j'ai mis les 125 grammes de pâtes. Et je vais mettre de l'eau. Et on va laisser cuire. Donc, on recouvre le mélange d'eau. Parce que finalement, ça va cuire par absorption. Les pâtes, elles ne sont pas cuites ou elles sont cuites? Non, elles sont crues là. On va faire cuire les pâtes en même temps. D'accord. Donc là, le tout, j'ai mis de l'eau froide. Hein. Alors, on peut mettre de l'eau chaude si vous voulez accélérer, mais l'eau froide, ça marche très bien aussi. Comme là, il n'y a pas beaucoup en volume. Comme je n'ai pas beaucoup de volume, je démarre à l'eau froide. Donc, on recouvre juste l'ensemble. On fait bouillir. Et après, on rediminue la température de la plaque, juste pour que les pâtes cuisent et qu'elles absorbent l'eau. Parce que le but, c'est de garder le bouillon. Parce que là, il y a eu les légumes qui ont cuit. On va mettre l'eau. Mais je ne veux pas jeter l'eau de cuisson parce qu'il y aura eu les légumes et il y aura quand même les vitamines et minéraux. Si c'était des pâtes cuites toutes seules, vous jetez l'eau. Mais là, le but, c'est de ne pas jeter les minéraux qui auraient pu diffuser dans l'eau de cuisson. Donc, on va tout garder. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Et après, de bien gérer la température. Mais comme quand vous faites une cuisson de riz par absorption, on met juste l'eau qui suffit et ça absorbe et on n'aura pas à jeter l'eau. Je remonte un tout petit peu le feu pour que ça boue. Bah, ça y est, c'est bon. Et donc après, on suit le temps de cuisson des pâtes. Bon, là, mes pâtes
cuite, c'est 10 minutes. Donc, je laisse les 10 minutes de cuisson. D'accord? Et après, le plat, il est prêt. C'est 125 grammes de pâte. Voilà, je compte là comme pour un repas complet, il faut compter 60 grammes de pâte par personne. D'accord? Après, quand suivant largement. comment? Oui, je mets 80 largement, oui. Oui. J'ai mis 80? Oui, mais là, il y a des légumes avec, alors c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Là, le repas, il est complet. Et après, tout dépend. Là, je vous ai dit, 60 grammes, c'est pour tout le monde. Après, suivant les personnes, si c'est une personne plus jeune, qui a besoin d'un peu plus d'énergie, on peut augmenter la quantité. Là, j'ai mis la quantité minimale pour un adulte qui est sédentaire et qui a pas eu beaucoup d'activité. Donc, c'est ce qu'il faut, les 60 grammes. D'accord ? Alors, pour le coup, par rapport aux intestins, quand vous avez du mal à digérer, que vous avez les intestins un peu fragiles, souvent c'est aussi, alors parce que les gens vont avoir tendance à limiter certains légumes parce que ça les ballonne, parce qu'ils ont du mal, mais en fait, souvent c'est parce que la flore intestinale s'est appauvrie, le microbiote s'est appauvri. Comme il n'y a pas assez de microbes pour bien digérer les aliments, donc les personnes ont de plus en plus de difficultés à digérer. Souvent, les gens, quand ils vous disent je souffre du côlon irritable, souvent, c'est des personnes qui ont un microbiote très pauvre. Et donc, au final, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils mangent des grosses quantités de légumes, mais qu'au quotidien, ils réintègrent les légumes progressivement, en augmentant progressivement les quantités, pour finalement renourrir leur flore intestinale, pour qu'ils redéveloppent les bactéries qui sont présentes, que le corps va pouvoir refabriquer aussi. Donc, il faut emmener des probiotiques comme ce qu'on va trouver dans un yaourt, par exemple, les bactéries que le corps aura besoin, ou faire une cure de probiotiques. Mais après, il faut des prébiotiques, l'aliment, ce qui va nourrir les microbes, les micro-organismes que vous avez dans les intestins. Donc, même quand on a un intestin fragile, il ne faut pas me supprimer les fibres. Il faut faire attention à ne pas en consommer de trop. Il faut quand même varier les fibres, parce que oui, il y a des fibres qui sont plus irritantes que d'autres, mais pouvoir, comme je vous ai dit, même si on est sensible, on peut mettre un peu de poireau. On va éviter de mettre le vert de poireau qui est plus irritant, le blanc de poireau. On en met une petite quantité, mais on ne le supprime pas complètement. On voit comment, et pareil, on ne va pas mettre poireaux, navets tous les jours, qu'en fait, de mettre des légumes qui peuvent irriter. On va varier dans les légumes. C'est pour ça qu'il faut varier aussi dans les légumes, qu'il n'y a rien de parfait, mais pour que progressivement, vous puissiez renourrir votre flore intestinale. Et pareil, systématiquement, ce qui va aussi détruire, en dehors d'avoir une alimentation qui s'est appauvrie en fibres, quand on est traité sous antibiotiques, souvent, quand on a fait une cure d'antibiotiques, on va détruire la flore intestinale. Donc, derrière une cure d'antibiotiques, oui, il faut prendre des produits laitiers, mais il faut finalement augmenter un petit peu sa consommation de fibres et augmenter sa consommation de fruits et légumes pour re-ensemencer votre flore intestinale. D'accord? Et pour le coup, ça met du temps. Surtout quand on a fait une cure d'antibiotiques, même de 5 jours, il faut quand même plusieurs mois pour avoir un statut de flore intestinale normal, qui revienne au départ. Ce n'est pas juste une semaine après, ça y est, c'est revenu à la normale. Non, il faut plusieurs semaines, voire des mois, pour que ça redevienne normal. Donc, c'est là-dessus où on axe et on accentue, il faut pouvoir manger des fruits et légumes, en dehors des apports en vitamines et minéraux, mais pour l'apport en fibres. Et la population française manque de fibres. On ne consomme pas assez de fibres au quotidien. C'est là où j'ai insisté, il faut au minimum 200 grammes de légumes par repas et consommer au minimum 2 fruits par jour. Alors, au niveau qualité des fruits, vous avez un peu tout. Alors, pareil, tous les fruits et tous les légumes apporteront des fibres. Après, pareil, comme pour les légumes, vous avez des légumes qui apportent plus de fibres. Les fruits, vous avez certains fruits qui apportent plus de fibres que d'autres. Là, en ce moment, pommes, poires ne sont pas très riches en fibres. On apporte, mais ne sont pas très riches en fibres. Kiwi, typiquement, vous en apporterez un peu plus. Et l'avantage du kiwi, c'est que les petits grains de kiwi sont riches en vitamine E. La vitamine E, c'est ce qu'on retrouve naturellement dans les huiles, par exemple. Et dans les graines, et notamment dans les graines de kiwi, vous avez un petit peu de vitamine E. Donc, le kiwi fait partie quasiment des seuls fruits qui vous apportent aussi de la vitamine E. Donc, en dehors d'être riche en vitamine C, il est riche en vitamine E et il vous apporte des
plus de fibres que certains fruits de cette période. Le raisin, c'était bon. Le raisin, c'était bon. Après, le Mhm. raisin, c'est plus sucré, fait partie des fruits les plus sucrés. Donc, quand on doit faire attention aux glucides, notamment quand on est diabétique, par exemple, ou qu'on fait de la résistance à l'insuline, on peut manger du raisin, hein, mais sauf qu'il faut se limiter à une petite poignée. Donc, en général, on compte 100 grammes de raisin pour une portion de fruits. Là, pareil, là, il va y avoir la saison des agrumes. Donc, pas hésiter à privilégier la consommation d'agrumes riches en vitamine C. Et on mange l'orange et on ne boit pas le jus de l'orange. Parce que finalement, quand vous pressez l'orange, vous n'allez pas avoir les fibres. Vous aurez l'apport en glucides, le fructose, vous aurez les vitamines. La vitamine C, vous l'aurez, mais vous n'aurez pas les fibres. Donc là, le but, en cette période, c'est le matin, au lieu de se dire je presse mon orange, c'est je mange l'orange pour avoir les fibres, pour manger les quartiers d'orange en entier pour avoir suffisamment de fibres. Et pareil, quand on est diabétique ou qu'on est sensible à la glycémie, qu'on a une glycémie plutôt élevée, le fait de prendre le fruit en jus vous fera plus augmenter la glycémie que si vous mangez votre fruit. Parce que le fait d'avoir des fibres, ça permet de réguler le taux de glycémie. Vous allez moins augmenter la glycémie si vous mangez l'orange que si vous pressez votre orange et que vous la buvez. Et au niveau satiété aussi, quand vous allez boire votre jus d'orange, si vous allez la boire, même si vous prenez votre temps en une minute, alors que si vous mangez l'orange, vous allez mettre plusieurs minutes à la manger. Donc au niveau satiété, vous serez plus rassasié si vous mangez une orange que si vous buvez le jus de votre orange. Et l'erreur quand on consomme des jus de fruits, c'est souvent qu'on ne met pas juste le jus d'un fruit, c'est le jus de plusieurs fruits. Et donc, c'est là où la quantité commence à devenir importante. C'est que concrètement, quand les gens vont vous dire moi, tous les matins, je me fais un jus d'orange et je me presse 2-3 oranges. Souvent, c'est 2. Des fois, on me dit je me presse 3 oranges pour avoir un verre. Sauf que, est-ce que dans le quotidien, vous mangerez 3 oranges d'affilée? Donc, ils vont non, c'est trop. Le jus de 3 oranges, c'est comme si vous aviez mangé 3 oranges d'un coup sans les fibres. Donc là, pour le coup, au niveau de la glycémie, ça augmente très, très haut. Alors, quel est l'organe qui souffre le plus quand on a de la glycémie? Alors, en fait, c'est pas qu'il souffre, c'est qu'en fait, quand on a une glycémie qui est élevée, c'est que le pancréas fonctionne plus très bien. Voilà. Donc, c'est soit il sécrète toujours l'insuline, parce que l'insuline, c'est l'hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang, soit il ne produit pas assez d'insuline, ou soit la qualité de l'insuline est moins bonne. Ce qui fait que soit il n'y en a pas assez pour réguler le sucre qui va arriver dans l'alimentation, soit l'insuline, elle est produite, mais la qualité est moins bonne, donc elle arrive aussi à moins bien gérer le sucre qui va arriver dans le sang. Donc le pancréas, ce n'est pas forcément qu'il souffre, c'est juste qu'il travaille moins bien. Et donc là, pour le coup, un foie qui est inflammé, un foie qui ne fonctionne pas forcément bien, on va le soulager sur une période, il va pouvoir fonctionner correctement. Le pancréas, à partir du moment où il a du mal à fonctionner, il ne va pas revenir comme avant. On ne va pas revenir en arrière. Donc, c'est là où on est obligé de contrôler ce qu'on va manger. Donc, quand on est juste en hyperglycémie ou lorsqu'on est devenu diabétique, vous devez contrôler l'apport en glucides de chacun de vos repas. Donc, on va vous conseiller d'éviter tout ce qui est sucre rapide parce que c'est ce qui va faire augmenter la glycémie. Et donc, ça ne veut pas dire que tout est interdit, c'est juste que quand vous allez en consommer, il faut que ça soit intégré à un repas. Il ne faut pas manger de glucides simples tout seul. Typiquement, un diabétique ou quelqu'un qui est sensible à la glycémie, il ne faudrait pas qu'il mange de fruits tout seul. Ce n'est pas dans l'après-midi, j'ai une petite fringale, je mange un fruit. Non, parce que le fruit, il n'y a que du fructose, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de matière grasse dedans. Donc, ça vous fera augmenter la glycémie. Alors que si vous faites un fruit et un yaourt, le fait que dans le yaourt, il y a des protéines, ça vous fera moins augmenter la glycémie. Donc, après, c'est les associations d'aliments qui feront que vous arriverez à mieux gérer, à mieux équilibrer votre glycémie. Donc, quand on est, comme on dit, prédiabétique ou résistant à l'insuline, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément un traitement médicamenteux. Dans un premier lieu, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que vous consommez beaucoup de glucides simples? Est-ce que c'est parce que vous avez pris du poids? Est-ce que c'est parce que vous êtes devenu sédentaire? Donc, si c'est le cas, et que le taux de glycémie n'est pas non plus au plafond, mais qui est juste élevé, limite, donc on va vous dire
reprenez une activité physique. Si c'est parce que vous avez pris du poids, c'est reperdez un peu de poids. Ou si c'est parce que votre alimentation a été moins structurée, on va vous dire restructurez votre alimentation, mangez moins d'aliments riches en glucides simples et privilégiez plutôt l'amidon, les glucides complexes qui vous feront moins augmenter la glycémie. Très bien. Donc, la cuisson est quasiment bonne. Voilà. Au niveau gestion, l'eau est quasiment absorbée. Presque. Pas complètement. Moi, logiquement, c'est prêt. Je vais juste vérifier la cuisson de la pâte. Oui. Alors, pour moi, c'est prêt. Oui, c'est ça. Alors, pareil, par rapport à l'index glycémique, plus vous faites cuire vos pâtes, plus elle vous fera augmenter la glycémie, même si c'est des pâtes au blé complet. Si vous faites trop cuire les pâtes, finalement, elles vont se comporter comme si c'était du sucre. Donc, elles vont faire plus rapidement augmenter votre glycémie. Donc, les pâtes, c'est bien quand vous voulez faire attention à que la glycémie n'augmente pas trop, de les faire plutôt al dente. Et quand vous savez que vous n'allez pas pouvoir manger les pâtes tout de suite, comme là c'est prêt, logiquement, on va consommer tout de suite derrière et que vous devez faire attention. Dans ces cas-là, on refroidit. Vous refroidissez votre plat et après, vous le réchauffez. Pour le but, c'est d'arrêter la cuisson. C'est pareil Alors pour là, le c'est riz. Si vous avez fait cuire vos pâtes, Oui, mais c'est pas que vous pareil savez pour que le vous allez... riz. C'est pas pareil Alors, pour le riz. c'est pareil pour le riz, il ne faut pas trop le faire cuire. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc là, quand vous faites des pâtes toutes seules, quand vous savez que vous n'allez pas manger forcément tout de suite, c'est une fois que c'est cuit, vous rincez à l'eau froide pour arrêter la cuisson. Ah, Oui. Ou là, là, c'est un plat qu'on ne va pas pouvoir rincer le plat. Le tout, Oui. pour que si vous savez que vous n'allez pas passer à table tout de suite, pour éviter que ça Oui. continue à cuire, parce que le temps que ça redescende à température ambiante, ça va continuer à cuire. Donc, dans ces cas-là, vous changez, on remet dans un autre plat et on met au frais D'accord. pour que ça refroidisse plus rapidement. Il faut que ça arrête la cuisson. D'accord. Là, c'est pour le côté pour contrôler la glycémie. Mhm. Pour pas que ça vous fasse trop augmenter la température. D'accord? Mhm. Donc là, je vais juste couper la feta et on va pouvoir dresser. D'accord. Je vais juste passer en cuisine récupérer ma feta et j'arrive. Et en attendant, mesdames, moi j'ai une petite question pour vous. Si jamais vous avez envie de reparticiper au prochain atelier en ligne qui sera le 7 novembre, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier qui vous donneraient envie? Parce qu'on a mis cuisine rapide, mais je sens que vous êtes des curieuses sur le sujet de la nutrition. Donc, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on aborde, des types de recettes? On pensait faire une recette plutôt sucrée. Est-ce que ça vous tente? Bah, pourquoi pas? Oui. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Oui, Une recette, pourquoi pas? une recette sucrée, peut-être on pensait à quelque chose, peut-être sous le format d'une petite verrine pour pouvoir jouer sur les textures aussi pour potentiellement pour la personne que vous aidez si elle a besoin d'être en mixé, que vous puissiez avoir un petit peu le même type de dessert mais avec des textures différentes. Est-ce que ça vous intéresse si on part sur un dessert comme ça? Oui, oui, Ah oui. oui, pourquoi pas? Oui, oui, oui. Bonne idée. Bonne Super. idée. Je rends le micro à Lina. Mhm. Alors, pour le coup, là, je vais juste passer au dressage. Donc, notre plat est prêt.
Là, du coup, les quantités, c'était pour 1 ou pour 2? Là, j'ai fait pour 2 personnes. Ah, ok. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux. Donc voilà, notre plat est prêt. Donc là, on va vous envoyer la photo pour voir le rendu. Et donc là, le but, c'est quand vous faites ce genre de choses, vous pouvez le faire avec n'importe quel légume. Vous auriez pu, alors, soit mettre du poisson, pareil. Après, c'est juste de maîtriser, de faire attention au temps de cuisson. Là, pareil, le poulet, de la volaille, même si c'est trop cuit, il n'y aura aucune incidence au niveau, voilà, vous voyez. Très beau. C'est beau. Le poulet, si c'est trop cuit, ça ne posera pas de problème. Si il y a eu un peu de surcuisson, il n'y a pas de souci. Un poisson trop cuit, c'est pas très bon. Donc là, après, suivant ce que vous prenez, il faudra faire attention au temps de cuisson. Par exemple, du poisson, on peut partir sur le même principe. On fait revenir les légumes. On peut commencer à mettre les pâtes, mettre l'eau et mettre le poisson à cuire en même temps. Le but, c'est que vous ayez un plat complet et que tout cuise en même temps. Alors, bon, il y a le découpage, la préparation, mais que vous ayez pas à surveiller plusieurs cuissons, c'est de tout mettre et que tout se cuise en même temps. Et pareil, vous prenez les légumes que vous voulez. Là, on aurait pu mettre des courges et les associations, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des champignons. Après, ça sera juste de gérer le temps de cuisson, d'essayer de mettre des choses qui cuisent à peu près sur le même temps ou après jouer sur le découpage. Quand vous avez des légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire, vous les mincez en plus petits, sachant, comme je vous dis, on va garder l'eau de cuisson parce que plus on découpe les aliments, plus ils diffusent et vous pourriez perdre un peu plus de vitamines si vous ne gardiez pas l'eau. Mais là, on garde tout. Donc, même si c'est coupé en tout petit, ce n'est pas très important puisqu'on va tout finalement va quand même rester dans les aliments parce que comme les pâtes ont absorbé l'eau, les minéraux, vous les aurez quand même. Donc après, je vous dis, vous jouez sur le découpage. Quand les légumes sont plus rapides à cuire, vous allez les couper un peu plus gros. D'accord. Et donc Merci. là, après, pour la décoration, donc le fromage. Et après, pas hésiter si vous aimez rajouter un peu d'herbe. Donc ciboulette ou un peu de coriandre, un peu. Après, c'est suivant vos goûts. On peut voir votre assiette, Laurence? Vous n'avez pas dressé? J'ai pas dressé parce qu'en fait, je vais devoir m'en aller. Donc, j'ai préparé. Et là, je dois faire une petite course. Donc, mais c'est pas aussi joli que vous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, j'avais mis du curcuma pour changer. Comme je dis, épices, herbes, vous mettez suivant vos goûts et pas hésiter à mélanger. Hein. C'est vraiment une question de goût. Et tout ce qui est épices, de toute façon, auront un effet positif sur votre digestion. Et les herbes, pareil, il y aura des apports, donc pas hésiter à en mettre un peu partout. En plus, les épices, ça évite de mettre trop de sel. Et ça, c'est pas mal. De quoi? De trop saler le plat. Oui, Quand on met des épices, on sale moins le plat. Ah oui, d'accord. Ça donne du goût. Comme je dois sortir, je vais aller acheter de la feta. Comme ça. Très bien, comme ça, vous pourrez compléter le plat et vous aurez le même goût que pour nous. Tout à fait, exactement. Ouais. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. C'était nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Et mesdames, juste pensez à envoyer votre questionnaire à Fanny, s'il vous plaît bien. Oui. Comme ça, elle me le renvoie. Merci beaucoup. Merci à vous.